quelque chose qui est déjà en cours d'enterrement, comme le suggérait, enfin, il parlait de l'enterrement du franc CFA. Et donc, est-ce que nous sommes en train de vivre un enterrement? Bon, écoutez, je pense que c'est bien que ça se tienne dans la rue, c'est bien qu'il y ait des manifestations de secteurs entiers de l'opinion. C'est une idée comme une autre, qui a d'ailleurs été pratiquée dans beaucoup de régimes d'extrême droite et d'extrême gauche, de brûler des signes monétaires. Mais moi, j'aime bien aussi les manifestations cognitives. Je trouve que pour avoir été formé comme un universitaire et avoir eu la chance de faire ce métier pendant plus de 10 ans, je trouve que c'est raisonnable aussi que des manifestations de l'esprit de la recherche traitent de ces sujets qui sont des sujets sérieux. Et il se trouve que vous allez voir, en tout cas moi, j'ai lu les documents, les communications scientifiques, et je suis reconnaissant aux chercheurs, aux étudiants, notamment de l'université de Lomé, mais vous avez évidemment fait plus large. Et donc c'est toute notre région qui a contribué, avec une revue systématique de la littérature scientifique qui est quand même assez complexe. Choisir un régime de change, avoir des canaux de transmission de la politique monétaire qui soient efficaces pour financer l'économie, notamment une économie en forte croissance, puisque c'est ce qui nous arrive depuis plus de 15 ans, ça demande au fond de regarder toute une littérature théorique et beaucoup d'expériences empiriquement mesurées, et, parce que ce sont des faits historiques. Tout à l'heure, le président du comité scientifique commençait en disant que la monnaie est un fait social global, citant un anthropologue, Mauss, et par ailleurs, au fond, un espace de liberté. Oui, la monnaie, c'est un objet historique. Et notre monnaie, le franc CFA, elle est passée par des épisodes, des séquences historiques, dont certaines sont stigmatisantes et dures à assumer pour les générations d'aujourd'hui. Et donc il faut arriver à ce que ce passé historique passe. Et en même temps, ça va être la monnaie qui va accompagner pendant des décennies les générations d'aujourd'hui, et il faut être sûr qu'on est équipé techniquement avec ce qu'il y a de mieux, ce qui fonctionne le mieux. Parce que moi j'ai toujours une hantise. Il est très simple de se promener dans le continent et de s'apercevoir qu'on peut aussi complètement rater sa monnaie. On peut complètement échouer à avoir un instrument monétaire efficace. C'est extrêmement simple. Vous avez des exemples à 200 km, à 2 km, à 1000 km dans notre continent, à des moments historiques donnés. Vous avez des pays qui changent le nom de leur monnaie très fréquemment pour effacer le souvenir des 5-10 années précédentes. Parce qu'il a fallu remplacer cette monnaie. Vous avez des monnaies qui ne comportent aucun élément de certitude et de prévisibilité. Vous avez des phénomènes d'hyperinflation. Vous avez un pays qui s'est d'ailleurs redressé à cet égard. Nos frères du Zimbabwe, ils sont passés en 2 ans d'une hyperinflation à plus de 1000%, au prix de sacrifices d'ailleurs terribles, à une inflation à 11%. Bon, depuis, ils remontent. C'est extrêmement facile de basculer. C'est extrêmement facile de se retrouver dans une situation où la monnaie ne fait pas son travail. C'est extrêmement facile d'avoir une situation de change multiple, où on ne peut pas vous dire les francs CFA, si vous allez les échanger à 100 mètres, à 500 mètres, si vous attendez qu'il y ait beaucoup de bateaux au port et beaucoup de gens qui viennent changer l'argent, ou au contraire une rareté, etc., qui ne peuvent pas vous dire ce que vaut la monnaie exprimée en biens que vous avez en main, où tous les opérateurs savent très bien que la monnaie ne va pas faire son travail de garder la valeur de votre épargne. Et à ce moment-là, c'est très facile à mesurer. Regardez, c'est très proche de nous. À ce moment-là, vous n'avez que les actifs réels pour protéger la valeur de votre épargne.
Et regardez les villes africaines proches de nous où, la monnaie étant fondante, les actifs réels sont les seuls refuges de valeur. Et regardez le prix des fonciers, le prix de l'immobilier, regardez le prix des bœufs et des chamelles en zone sahélienne. Il faut des actifs réels parce que la monnaie ne fait pas son travail de vous préserver du patrimoine. Donc c'est très facile. Donc moi ce que je pense, c'est qu'il faut à la fois purger le passé qui ne passe pas et qui est lié à toute une série de symboles, et qu'il faut préparer des instruments, et ça demande débat, et moi je n'ai rien contre la colère des gens. C'est important que les jeunes générations soient impatientes, mais qu'elles réfléchissent de temps en temps, en confiant ça à des docteurs et à des professeurs. La réflexion pour être bien équipé demain, c'est quand même très important, parce qu'on peut être très mal équipé. Alors, je voudrais dire quand même que je suis ravi d'être au Togo. D'abord, je me sens d'ascendance un peu togolaise. Ensuite, j'apprends des proverbes. Et je dois dire que moi, j'essaierai ça quand j'aurai des invités. Mais il faut que je vous dise en confidence que d'être accueilli sur la formule « on préfère un diable qu'on connaît à un ange qu'on ne connaît pas », c'est quand même la première fois. Et je reconnais bien là l'humour sarcastique qui m'a souvent visé d'ailleurs, du président du comité scientifique. C'est quand même la première fois que les gens me disent « venez à nous, on est content de recevoir le diable ». Même dans la campagne électorale présidentielle du Bénin, personne ne m'a encore dit ça. Donc je vous remercie. Je trouve ça formidable. Mais en même temps, comprenez, moi je suis souvent stigmatisé comme étant un éco-optimiste, un pro-CFA béat et naïf. Eh bien, tout à fait d'accord pour qu'il y ait controverse. Et je pense que la controverse est utile. Je préfère qu'elle se passe, pour dire la vérité, dans un amphi universitaire avec des échanges d'arguments. Mais je trouve qu'il faut accepter la critique. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout de passer pour un naïf et un béat qui ne se rend pas compte qu'il y a des rapports de pouvoir derrière la monnaie et qu'il y a des rapports de domination et que la France assujettit notre région et l'empêche de se développer. Alors, je trouve que c'est important qu'on en débatte aujourd'hui de façon claire. Je l'entends, tout à l'heure j'ai entendu citer M. Di Maggio, quand l'extrême droite italienne explique que le franc CFA a des défauts majeurs, je suis content de voir que, lucides, les électeurs italiens, quelques mois après, se débarrassent de la présence au gouvernement de l'extrême droite italienne. Donc, quand l'extrême droite française vient à N'Djamena pour expliquer que non seulement elle déteste l'euro, et que c'est une très bonne idée en Europe de se débarrasser de l'euro et d'en sortir, mais qu'elle déteste aussi le franc CFA, je me dis donc qu'il y a des extrêmes qui n'aiment pas les monnaies communes, qui n'aiment pas ce genre d'instrument, et ça engage l'extrême droite française. Bon, ça m'ennuie plus quand ce sont des jeunes gens que je crois, eux, de bonne foi. Je ne crois pas du tout une minute à la bonne foi ni de l'extrême droite italienne dans leur critique du CFA, ni de l'extrême droite française. Je ne crois pas une minute à la bonne foi des gens qui partagent des idées plus en vigueur en Russie, en Iran, en Turquie. S'agissant de notre devise, je suis très très honoré qu'on se demande à Sotchi si vraiment on est bien financé à Lomé. Je suis content que ça intéresse Téhéran. Je suis impressionné qu'à Ankara, on ait des idées très claires sur ce qu'il nous faut pour demain, si vous voulez, mais je ne crois pas du tout à la bonne foi de ce genre de position. En revanche, je crois à la bonne foi de beaucoup de nos jeunes gens. Et c'est vrai que cette monnaie, elle est née de l'esclavage. C'est vrai qu'elle est née de l'indemnisation des maîtres. C'est vrai que la Banque du Sénégal, en 1853, elle est financée en disant « un esclave, une action ». Je vous indemnise, évidemment que je n'indemnise pas les esclaves, j'indemnise les maîtres.
C'est vrai que cela, c'est un stigma très fort. Et c'est vrai que ensuite, la permanence dans la gouvernance d'influence, d'ailleurs assez conservatrice, du Trésor français pose un problème 60 ans après les indépendances. Et donc, le fait qu'on ait purgé le symbole du nom, les mécanismes de gouvernance, et qu'on efface les éléments de stigma, c'est important juste parce que l'opinion publique considère que c'est important. À Djibouti, il n'y a pas de manifestation pour dire je ne veux pas du franc djiboutien. Djibouti, le franc djiboutien, ne pose pas de problème aux Djiboutiens. Il est en parité fixe, lui aussi, mais avec le dollar, pas avec l'euro. Bon, ça ne pose aucun problème. À Kigali, personne ne dit débarrassez-moi du franc rwandais. Personne. Personne ne demande au Kenya débarrassez-moi du shilling. S'il y a quelqu'un qui pense que shilling est un vocable swahili, il faut quand même qu'il regarde dans le dictionnaire franco-anglais. Personne n'a d'angoisse sur la livre égyptienne. Bon. Mais ça, c'est historique. Si nous, dans notre opinion, on veut se débarrasser du franc des colonies françaises d'Afrique, on le fait. D'ailleurs, le Maghreb, accédant à l'indépendance, c'est évidemment défait du franc français pour passer au dinar, au dirham, etc. Ce sont des éléments que moi je respecte. Il fallait purger ces symboles. La gouvernance, c'est plus que les symboles. Parce que nous avons eu une politique monétaire dont il faut dire qu'elle est une des plus prudentes, mais en fait les plus conservatrices. Et vous verrez dans les papiers du colloque, une des plus répressives. La répression financière, ça existe. C'est-à-dire, on a eu une orthodoxie incroyable. J'écoutais tout à l'heure l'excellente introduction très complète du professeur Diao, qui rappelait qu'on a desserré les contraintes à 3% de limite de déficit budgétaire à l'intérieur de la CEDEAO il y a 2 mois. Et on a dû attendre 6 mois de pandémie avant de desserrer les critères de convergence dans l'UEMOA. Or, ce sont des critères qui sont aussi exigeants que les critères de Maastricht. Mais si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des plafonds d'endettement et des déficits budgétaires limités à 3% du PIB, quand, à la différence de l'Union européenne, on ne fait pas 1,2% du PIB de croissance chaque année, on fait 5%, sachant que par ailleurs, on n'a aucune inflation. L'inflation en UEMOA, elle fluctue entre -1 et +2. Voilà. Et elle est en dessous de la cible de la Banque centrale. Bon. Et elle atteint des 2 quand on est dans des situations un peu extrêmes de désordre, comme la situation de pandémie. Aux mêmes critères. Post-pandémie, il faudra que l'éco ait plus de marge de manœuvre. Alors, comme l'a rappelé le doyen, qui expliquait que nous étions en désaccord avant, aujourd'hui et probablement demain, je suis en effet en désaccord avec lui quand il dit on pourrait se proposer, vous verrez ça dans un des papiers, d'avoir une norme d'inflation jusqu'à 8%. Parce qu'à mon avis, 8%, on est dans des économies de surchauffe à des niveaux où pour les agents économiques, et permettez-moi, parce qu'il n'est pas très représenté ici, de parler au nom un peu du secteur privé et des entreprises, donc pas du tout comme ancien Premier ministre, si vous voulez. Bon. Moi, j'ai été un Premier ministre éphémère, et j'ai passé plus de temps quand même dans les entreprises et à l'université que dans les palais républicains. Franchement, 8% pour une entreprise, c'est un niveau, dans le monde d'aujourd'hui, venant de la situation de l'UEMOA, qui n'a pas de tension inflationniste intrinsèque depuis des années maintenant, je pense que c'est une norme laxiste. Bon. Mais je pense que 2 ou 3% de cible d'inflation, c'est une norme qui ne correspond pas à notre au caractère relativement vigoureux et souvent tendant à la surchauffe
dans nos économies. Et si je reconnais que si on dit on pourrait aller jusqu'à 8%, ce sera plus facile de convaincre des Ghanéens qui ont plutôt l'habitude de faire du 20% d'inflation. Mais je pense qu'il il ne faut sûrement pas avoir les mêmes critères de convergence que dans le passé. D'ailleurs, regardez le pacte européen, celui des critères de Maastricht, le pacte de stabilité. Personne ne parle, post-pandémie, de revenir mécaniquement 60% de PIB en dette publique, 3% de déficit budgétaire. Personne n'en parle. Et c'est important pour l'éco qui ne naissent pas avec la camisole de force de critères excessifs et à certains égards répressifs, excessifs, dans notre système de convergence, qu'il soit à l'intérieur de l'UEMOA ou qu'il soit à l'intérieur de la CEDEAO. Ayant dit ça, je respecte parfaitement le fait que tous les États ont fait beaucoup d'efforts de gouvernance et que ça, c'est très bien. Après, il y a une question quand même d'indicateurs de mesure. Et ça, c'est empirique. Mais 8% pour une entreprise, ça veut dire que ces gens n'ont pas le contrôle de l'inflation. 3% dans une zone comme la nôtre, ça veut dire que ces gens se mettent des contraintes excessives. Et on a besoin d'être quelque part entre les deux. Mais mon message aujourd'hui, si vous voulez, je vais le tirer de l'intervention du professeur Dio. Il a énuméré les défis pour l'éco. Donc l'éco, on a dit, ce n'est pas le même nom, ce n'est pas la même gouvernance. Pour l'instant, ce ne sont pas exactement les mêmes critères de discipline. En termes de compte d'opération, il n'y en a plus, donc on gère directement nos devises. C'est une victoire symbolique, probablement. C'est une petite défaite financière, hein, parce que le compte d'opération où on a nos réserves de change était très bien rémunéré. Et donc on vient de perdre des dizaines et des dizaines de milliards, simplement parce qu'au lieu d'être rémunéré à 2%, ce compte d'opération, maintenant, il est placé en titres qui sont à taux zéro ou négatif. On vient de perdre des dizaines de milliards. Et il ne s'est rien passé, hein, c'est-à-dire qu'on a fermé le compte d'opération, on a rendu à la Banque centrale des réserves de change. Et ces réserves de change, de toute façon, on ne peut pas s'en servir pour investir parce qu'elles servent à payer nos importations et à faire la couverture extérieure de la masse monétaire. Donc ce n'est pas un trésor qu'on a récupéré. C'est une masse techniquement nécessaire que nous avons la fierté de gérer, intégralement, pas à 50%. Et le prix de la fierté, c'est que ça nous coûte quelques dizaines de milliards de francs CFA de pertes. Bon, par rapport à la situation d'il y a 3 mois. Mais on peut tout à fait admettre que c'est quand même un progrès. Parce que les taux d'intérêt ne seront pas négatifs tout le temps, on gérera nos réserves et on aura des taux positifs dans le futur. Et donc, c'est un mauvais moment à passer, mais après tout, c'est pas mal d'avoir touché au symbole. Mais je ne crois pas que les défis soient très difficiles à relever. Et je dis ça aux jeunes gens de bonne foi qui voudraient avoir la monnaie la plus efficace possible. Je leur dis, la CEDEAO est hétérogène. Oui, moi je la trouve, au Nigeria près, assez homogène. Je trouve que nos économies se ressemblent beaucoup. Quand vous regardez l'Irlande dans le système de l'eurozone, l'Irlande, c'était, avec le Portugal, la Grèce, un des 3 pays les plus pauvres quand ils sont entrés dans l'Union européenne tardivement et dans l'eurozone. Aujourd'hui, c'est le pays le plus riche en revenus par tête, pour beaucoup de raisons, dont des apports massifs de fonds structurels. C'est le pays le plus riche de l'eurozone, avec le Luxembourg, devant l'Allemagne, loin devant la France. On peut faire il y a des mécanismes, des dynamiques à l'intérieur d'une zone où l'existence de la zone, et vous verrez dans les papiers scientifiques que c'est parfaitement expliqué, la zone que l'on crée, elle est en elle-même un facteur de la convergence de l'économie. La question n'est pas d'attendre que l'économie guinéenne soit au même revenu par tête que l'économie ghanéenne pour que les deux puissent ressembler à l'UEMOA et que tout ça puisse faire une zone plus large. On sait que la création de la zone et l'entrée dans la zone est un facteur de convergence en soi. Donc la dynamique, j'y crois tout à fait.
À l'intérieur de l'eurozone, vous avez des provinces qui ont le même niveau d'écart de revenus par tête que ce que nous avons à l'intérieur de la CEDEAO. Vous avez des territoires immenses, hétérogènes, couverts par une même monnaie. Le système de réserve fédérale, il n'a été stabilisé aux États-Unis qu'en 1913. En quoi c'est être homogène que d'être dans la Rust Belt, au nord, qui est en train de se désindustrialiser, plutôt que d'être dans le sud, soit le sud pétrolier, soit le sud en plein boom industriel? En quoi c'est homogène? Mais vous avez un système de réserve fédéral qui est capable de traiter d'un point de vue monétaire, d'un point de vue de distribution du crédit, et au point de vue fédéral de faire des péréquations entre les plus pauvres et les plus riches. Vous avez une façon fédérale de gérer la monnaie qui ne suppose pas que vous soyez tous à égalité. Donc nous allons parfaitement surmonter l'hétérogénéité de la CEDEAO. Donc ça, c'est pour moi pas un problème. Je dis au Nigeria près, et encore, je pense, le Nigeria ressemble de plus en plus à l'UEMOA. Le Nigeria, il a un petit problème que n'a pas le Ghana, que n'a pas la Guinée, que n'a pas le Cap-Vert, c'est qu'il a un contre-cycle de l'UEMOA. C'est-à-dire, le pétrole est une ressource d'exportation et de finances publiques telle que, évidemment, le Naira est une pétromonnaie. Donc, quand le baril est à 100 $, le Nigeria va beaucoup, beaucoup mieux. Il est en plein boom. On n'est pas avant 2015. Et l'UEMOA va pas très bien, parce qu'elle est importateur net, et elle est à contre-cycle, parce que le CFA n'est pas une pétromonnaie. En revanche, aujourd'hui, l'UEMOA est bien en avance sur le Nigeria en termes de tous les indicateurs économiques, pour une raison très simple, c'est que le baril est faible. Sur une année, il est tombé à 26, remonté à 70, mais enfin, grosso modo, il a un poids moyen qui est pas très loin du prix de revient nigérian, donc c'est un vrai facteur de déséquilibre. Donc, mais ce qui est frappant, c'est qu'est-ce qui progresse dans l'économie nigériane? Le tertiaire, très vigoureusement, et l'agriculture. Il y a eu une révolution agricole, et maintenant il y a une révolution de l'industrialisation des produits agricoles, c'est-à-dire les filières aval. On va tout droit, aujourd'hui, les hydrocarbures, c'est 15% du PIB du Nigeria. On va tout droit à une normalisation par rapport au sujet des hydrocarbures. Le problème, c'est que c'est encore, faute d'industrialisation manufacturière assez avancée, c'est vrai que c'est encore 80% des recettes d'exportation. Mais ça n'est plus que 15% du PIB. Donc, ne vous y trompez pas, avec des populations totalement les mêmes, les Hausa et les Yoruba. Moi, je ne suis pas nigérian, ma grand-mère est nigériane, mes petits-enfants portent des prénoms nigérians, si vous voulez, puisqu'ils portent des prénoms Yoruba, si vous voulez. Ce sont les mêmes peuples et c'est la même économie. Et c'est très homogène. Donc, le Nigeria va ressembler de plus en plus au reste de la CEDEAO, et c'est même pour les gens qui voudraient défendre avec des arguments modernes, par rapport à mes vieux arguments orthodoxes, il faut qu'une monnaie fasse bien son travail, etc. Défendez l'éco en disant, pour que l'éco s'élargisse jusqu'au Nigeria, il va falloir que les hydrocarbures prennent de moins en moins d'importance dans l'activité économique et du Nigeria, qui en est parfaitement conscient, qui travaille sur l'économie post-hydrocarbures, post-fossile. Et donc, vous allez avoir un lien très direct entre la baisse du poids de l'énergie fossile. Et regardez tout ce que fait le Nigeria en énergie renouvelable, par exemple. C'est de loin le plus actif dans la CEDEAO. Mais vous allez petit à petit avoir un écho qui sera possible parce que ces économies seront plus homogènes, parce qu'elles seront beaucoup moins carbonées. C'est ça. Et c'est l'avenir à 5-10 ans. Donc, l'écho est très très favorable. Je vois que vous êtes impatient de me voir terminer, donc je vais terminer. Mais en 2 phrases. Je ne crois pas non plus que la dispersion de la croissance, c'est vrai qu'il y a des gens qui roulent à une croissance plus élevée que d'autres,
le Ghana, la Côte d'Ivoire plus que le reste de la région. L'UMOA, en moyenne période, fait 2 fois la croissance nigériane. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'on sera débarrassé du CFA, etc., on fera enfin la croissance des anglophones. Bon, alors soyons très clairs, hein, la croissance la plus élevée d'Afrique, elle est dans 2 zones qui se ressemblent d'ailleurs, le CA, Kenya, Ouganda, Tanzanie, et dans l'UMOA. C'est ça les 2 zones, c'est ça les 2 locomotives. Et évidemment, le CA est un tout petit peu plus touché par des sujets comme le tourisme, etc. Et donc, à aujourd'hui, la locomotive de la croissance en Afrique, c'est l'UMOA. Bon. Parce que tout le monde vous explique, dès qu'on aura une monnaie fondante qui ressemble au NERA ou au CEDI, vous verrez qu'on aura un booster de croissance. Vous verrez dans les papiers scientifiques, est-ce qu'il faut une monnaie sous-évaluée ou surévaluée? On fait plus de croissance si on a une monnaie sous-évaluée, vous verrez. C'est tout un débat, mais enfin, en tout cas, la réalité empirique, c'est que, oui, il y a un différentiel de croissance, c'est-à-dire que l'UMOA est très en avance sur le Nigeria, mais qu'à l'intérieur de la ZMAO, vous avez un Ghana qui a des performances à l'ivoirienne. Ça n'a rien à voir avec le change, ça a à voir dans la confiance que les investisseurs du monde entier donne au Ghana. Le Ghana reçoit à lui tout seul un multiple de flux direct d'investissement étranger supérieur à un multiple de ce que toute l'UMOA reçoit. Bon. Il y a donc des facteurs fondamentaux de confiance, d'efficacité, etc. Et donc, à mon avis, ça n'a pas grand rapport avec la monnaie. Et ce qui est important, c'est l'attractivité. Et ça, si vous voulez, c'est beaucoup plus important que l'historique de dispersion de la croissance. Je ne crois pas une seconde que la différence, monsieur le professeur Dio, de système juridique pose problème. Maintenant, toutes nos entreprises sont sorties de leurs frontières. Toutes les entreprises dynamiques du Togo, elles vendent au Ghana et au Nigeria. Toutes celles du Bénin, la même chose. Ce sont en plus des pays hub, des pays entrepôts, des pays... bon. Tout le monde sort de ses frontières. Alors, nous avons fait des grands progrès juridiques avec l'OHADA, mais nous n'avons aucun problème à travailler en common law et en civil law. On a besoin d'avoir des traducteurs et on a besoin d'avoir des juristes bien formés à l'université de Lomé. Et il y a des cours à l'université de Lomé de common law. Donc, les systèmes juridiques, toutes les entreprises, prenez n'importe quelle multinationale, mais nos multinationales peuvent être multinationales ivoiriennes. Tout à l'heure, je parlais avec le président de Attijari au Togo. Nos multinationales, elles sont africaines. Enfin, prenez tous les Nestlé, les Procter, les de ce monde. Vous croyez un instant que ça les arrête d'avoir des frontières juridiques, des frontières linguistiques? Alors, si vous pensez que c'est grave, prenez une carte de l'Union européenne. Comptez le nombre de langues de travail à l'intérieur de l'eurozone. Regardez les différences de droit entre le droit romain d'origine et les droits anglo-saxons, le droit gaélique, etc. Mais, écoutez, c'est beaucoup plus simple dans notre région. Donc nous avons la dispersion juridique, la dispersion de croissance, les différentiels d'inflation les plus simples. Et alors, dernier argument, souvent les gens disent, mais la monnaie, c'est le pouvoir. Vous comprenez? C'est la puissance, c'est le leadership. Est-ce que la domination de l'économie allemande a empêché la création de l'eurozone? Oui, c'est un moment, quelqu'un, une puissance qui a un avantage monétaire, dit je sacrifierai le Deutschmark, mais c'est dans mon intérêt d'avoir une zone beaucoup plus large, avec tous les bénéfices de concurrence, d'économie d'échelle, de libre circulation, d'innovation, etc., qui sont les bénéfices habituels d'avoir la zone la plus large. Ben dans ce cas-là, regardez l'Allemagne, il n'y a aucune raison, il n'y a rien de rationnel à ce qu'il y ait une lutte pour le leadership dérisoire de rester le premier dans un groupe de nains, alors qu'on peut créer une économie collective géante. Ça n'a aucun sens. Deuxième chose, franchement, gérer ça de façon fédérale, où va-t-on mettre la Banque centrale? Voilà que les magnifiques bureaux de Dakar vont être désertés. Voilà que jamais le Nigeria n'acceptera
que la Banque centrale ne soit pas à Abuja. C'est dérisoire comme problème. Regardez l'eurosystème. Est-ce que quelqu'un a quitté le somptueux hôtel de l'Avrière où siège la Banque de France depuis sa création par Napoléon? Mais bien sûr que non. Vous avez ajouté une banque centrale à Francfort pour l'ensemble de l'Union européenne. Est-ce que ça a réduit l'influence et obligé à déménager la Bundesbank? Non. Donc si vous voulez, toutes ces idées qui dans notre génération existent encore, nous avons énormément d'obstacles à faire la monnaie nouvelle, nous n'en avons que très 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 peu. Prenez la psychologie des chefs d'entreprise de notre région et vous verrez, tous ces sujets se règlent et se gèrent, et d'ailleurs ils se sont gérés partout ailleurs dans le monde où on a créé ce genre de monnaie. Voilà l'espèce de message assez optimiste sur pourquoi on va se créer une monnaie bien équipée, sans grande difficulté. Il suffit d'y croire, il suffit de convaincre nos étudiants dans la salle, parce que ça va reposer sur leurs efforts. Merci. Merci beaucoup, M. Zinsou. Je retiens 3 mots de votre intervention. C'est d'abord le voyage dans le temps, puisque vous nous avez invités à repartir aux sources même du franc CFA et de tous les stigmates que cette monnaie peut aujourd'hui comporter par rapport à sa création et à la période que nous vivons actuellement. Prudence ensuite par rapport à tout l'optimisme que génère le passage du franc CFA à l'éco. Et puis l'optimisme quand même, puisque malgré tout, il y a de bonnes raisons de croire que cette monnaie arrive dans un contexte avec des acteurs et surtout une organisation régionale qui sont compétitifs. Donc je vous remercie, M. Zinsou, pour cette intervention. Je voudrais déjà réparer une première heure. Maître Akakpo, je vous invite à venir avec moi pour la suite de l'animation. Et je rappelle également que j'ai oublié d'introduire tout à l'heure Wilfried Dorego, qui sera avec nous également en visioconférence. Et je salue tout de suite Ousmane Sonko, qui doit probablement être en attente d'intervention. Bonjour Ousmane. Oui, alors c'est avec Maître Akakpo que Ousmane Sonko et les autres intervenants continueront. Et moi également, je serai dans la salle pour continuer de suivre la conférence. Merci. J'avoue que j'étais soulagé d'avoir été oublié. Je me suis dit, décidément, ils ont pris la décision de mitiger le risque, de prendre un juriste pour présider un panel d'économistes. Mais bon, c'est raté. Et sans plus tarder, on va passer la parole donc à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est un homme politique sénégalais qui a des positions sur le franc CFA que nous allons écouter à présent. Malheureusement, il a été empêché de venir participer à ce débat qui est important. Ce débat est à faire nécessairement dans un amphithéâtre d'économistes. Et malheureusement, certains ont préféré le faire sur les réseaux sociaux, alors que dans un débat, il faut être présent, comme l'a dit le